Bienvenue à Bière et Biceps, le podcast où nous discutons de thématiques en lien avec la science de l'exercice tout en consommant un breuvage festif. Nous sommes Mickaël, Alex, David, trois kinésiologues qui aiment se challenger, décompresser ainsi que les mauvais jeux de mots. Nous tenons à dire que les propos que nous élaborons dans nos épisodes en trio ou avec des invités spéciaux proviennent d'études, d'expériences et de gros bon sens. Nous ne sommes pas des experts dans un domaine précis, alors n'hésitez pas à rectifier ou ajouter de l'information dans l'espace commentaire de notre Instagram. Nous vous invitons également à vous joindre à nous avec une consommation et buvez avec modération. Bon podcast, bon match. Bonjour au podcast d'aujourd'hui. Donc, ça me fait un très grand plaisir d'annoncer le podcast. Les prochaines choses, les gars, vous allez l'annoncer. C'est étonnant de l'annoncer tout le temps. J'ai la voix qui fait mal. Là. Ben, ça fait une fois que tu l'annonces. Ah, excuse-moi. Parce que le nombre d'annonces que tu nous offres dans la semaine, on trouve que tu le fais bien. C'est ça. On commence en beauté. Un petit chin-chin. Oui, classique Chin-Chin. Chin-Chin. Excellent. Donc, aujourd'hui, on avait discuté avant de rentrer dans l'épisode du podcast, je crois. Oui, parce que nous, on rentre dans l'épisode. On n'appuie pas sur un piton. Non. On rentre dans la... Non. Ça démarre aussitôt qu'on rentre dans la pièce. On est fort de même. Dans la pièce, ouais. On est Donc, tellement confiants. Appuie sur la caméra, on s'assit, se débouche la bière, puis ça finit là. Je suis pas pour la toute, mais c'est pas grave. Aucune idée. Moi, je sais pas ce qui se passe, là, mais c'est correct. Je suis. C'est bon. C'est bon. Non, pour vrai, c'est que là, ce que tu avais discuté avec David tantôt, avec je m'installe, c'est que là, il faudrait mettre les choses au clair exact. sur un certain point en particulier. C'est le lait sans lactose, là. Bon. Faut pas que tu rentres là-dedans, toi. Ah, c'est pas le lait crémé? Non, c'est ça. Non, okay, non, plus sérieusement, on est tous des kinésiologues de formation et il faut mettre des choses au clair sur la job de kinésiologue. Oui, ça peut être... La démystifier. Oui, démystifier ça et de mettre au clair que il y a des zones à ne pas franchir, il y a des lignes à ne pas franchir, il y a beaucoup de zones grises, il y en a beaucoup qui exploitent ça. Il faut mettre ça au clair là-dessus. Ça vous aide en même temps de choisir un bon kinésiologue. Exact. Tu sais, c'est niaiseux, mais... On vous dit pas qu'est-ce qui est bon et mauvais à choisir. C'est quoi les bons drapeaux verts à faire avec un kin puis les mauvais. Ça va être dans un podcast futur. Nous, on peut juste parler de kin global. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'on voit de plus en plus que le monde qu'on doit pas faire et que ça peut devenir non éthique. Ou on peut créer des conflits interprofessionnels. Ouais, exact. Mais donc, juste pour mettre le monde en exemple, on préfère la définition quand même. C'est quoi un kinésiologue? Écoute, c'est quoi un kinésiologue? Sans-moi la définition. La définition qui est vraiment écrite, là, je voulais dire littéralement, c'est que le kinésiologue, c'est le professionnel de la santé qui est spécialiste du mouvement et qui utilise... Mouvement humain. Le mouvement humain, oui. Et qui est spécialiste du mouvement humain et qui l'utilise à titre de... Prescription. Prévention, traitement et performance. Donc ça, c'est les trois principaux aspects qui peut se spécifier ou se... J'aimerais reprendre les 4 premiers mots que tu as dit de ta phrase, qui est une chose que les kinésiologues peut-être abusent un peu trop et que d'autres corps de métier qui n'ont pas d'ordre professionnel abusent. Qu'est-ce qui définit un professionnel de la santé? C'est un ordre relié à sa profession. Ce qui n'est pas le cas avec les kinésiologues. Il y a l'Ontario qui l'a. Cependant, ça fait en sorte qu'on est catégorisé si on regarde la description, parce que nous, qui nous régit, qu'est-ce qui est la plus grande entité chez les kinésiologues? C'est une fédération au Québec, puis après ça au Canada, c'est une alliance. Donc, ça nous catégorise comme des professionnels dans le domaine de la santé. Ce qui fait non en santé. En santé. Parce que pour être professionnel en santé, il faut avoir un ordre spécifique dans notre profession pour nous dire éthiquement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je vais te dire comme des exemples, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les médecins, les nutritionnistes, les acupuncteurs sont tous des professionnels qui ont un ordre, donc on peut considérer exactement des professionnels de la santé. Psychologues aussi. Donc, oui. Ce qu'il faut faire la différence aussi avec un ordre puis une fédération, c'est que l'ordre est beaucoup plus strict. Exact. Elle est régie par un autre ordre pour backer à ce que... C'est beaucoup plus indépendant, disons, puis c'est beaucoup plus structuré dans le sens que c'est pas juste, t'as pas juste besoin de finir ton baccalauréat en kinésiologie, exemple, pour, en fait, en tant que kinésiologue, c'est que tu as juste besoin de faire ton bac en kinésiologie pour te donner le titre de kinésiologue, mais en fait, il y a aucun
autre qui va pas te challenger, mais plutôt créer un dossier pour voir si t'es bien kinésiologue. Tandis que faut tout avoir minimalement Ouais, une maîtrise pour les ordres de Il y santé. a quand même la fédération encadre comme un autre professionnel quand t'es dedans, parce qu'il veut là être un autre professionnel. mais Tu t'es sais, encadré, c'est ça, t'es encadré, puis ils vont t'amener avec un code de déontologie que moi j'ai assigné, j'ai à respecter quand même, qui est dans le respect des autres ordres professionnels pour se faire reconnaître. Ouais. Mais on l'est pas encore reconnu parce que là, c'est à l'office, puis c'est bien compliqué, là, c'est rendu là. Mais au moins, il y a quand même un certain niveau que si il y a la FKQ ou l'autre association au Québec, que je me rappelle plus. Qui est la fédération. Ouais. Il y en a une autre association, c'est l'Association des kinésiologues et des massothérapeutes du Québec, je me trompe pas, là. De quoi du genre? Je la connais moins. C'est à Québec, il y a 2 grosses organisations au Québec, mais en gros, ou la CISEP. Là, en gros, faut être en lien avec l'Association canadienne des kinésiologues. Des entraîneurs physiologistes et d'exercices. Tu marques un point, puis on voit qu'il y a certains kinésiologues qui sont formés de même. Que tu as dit avec les massothérapeutes. Donc, pour mettre ça au clair, à un certain moment dans le cursus scolaire des kinésiologues, il offrait des programmes que c'était mix. Trois-Rivières, par exemple, qui offrait un cursus que c'était kinésiologie et massothérapie. Donc, ça faisait en sorte que la personne graduait avec les 2 certifications. Donc, la personne avait quand même une expertise en massothérapie qui pouvait appliquer des massages. Aujourd'hui, ça se fait plus. Il y en a plus des baccalauréats qui offrent les 2 en même temps. Donc, c'est des formations externes que c'est pas backé par l'université. Mis à part des diplômes d'études supérieures, que ça peut être, par exemple, à Sherbrooke, que c'est en kinésithérapie. Ouais, c'est ça. Il y a un certificat, une maîtrise ou c'est une étude supérieure. Il faut avoir un baccalauréat au minimum. Au minimum. C'est un drôle de mot, ça. Minimal pour, après ça, aller appliquer sur un diplôme d'études supérieures. Ouais. Sinon, la personne peut faire dans des organisations à but lucratif. Je vais pas en citer, mais c'est ou à but lucratif ou à but non lucratif, les deux. La plupart du temps, c'est à lucratif. Ouais, c'est ça. Pour être massothérapeute. Donc, c'est des 6 à 8 mois que là, la personne peut apprendre des types de massages suédois thérapeutiques, d'autres types que j'en nomme. Puis après ça, la personne peut, par ces mêmes entités-là, avoir des formations d'orthothérapie, d'être orthothérapeute, d'être kinésithérapeute. Donc, c'est toutes des formations qui sont guidées vers l'organisation qu'eux-mêmes font leur cursus. C'est de là qu'il faut faire attention parce qu'il peut pas s'appeler kinésiologue dans ce cas-là. Non. Exact. Il faut faire attention pour faire le parallèle entre, mettons, un kinésithérapeute et un kinésiologue parce que c'est pas du tout les mêmes outils. Surtout en Europe, ce n'est pas pareil parce que en Europe, un kinésithérapeute peut faire la physiothérapie, peut faire de la chiropratique et peut faire de la kinésiologie. C'est un corps de métier ensemble. Oui, c'est vraiment un mix ensemble. Cependant, eux, le temps d'université est tout autant long qu'un baccalauréat. Donc, c'est vraiment. Par contre, les baccalauréats en kin, présentement, sont sur 3 à 4 ans. 3 ans en général. 3 ans à 4. Il y a des maîtrises, puis des doctorats. Donc, on va s'appeler un physiologiste d'exercice ou avoir une maîtrise en soit l'Université Laval qui est en biologie humaine, je crois, en biochimie, ça peut être dans divers domaines. Domaines. J'ai bien de avec mes mots, moi, aujourd'hui. Il y a des spécialisations. Ouais. Donc, faut mettre au clair ces spécialisations-là, que ça peut être de grade universitaire et que ça peut être de grade non universitaire. C'est justement là-dessus qu'on va jouer et qu'on va parler aujourd'hui. C'est surtout de faire la différence entre, mettons, ce qu'un kin peut faire officiellement, puis versus ce qu'il ne peut pas faire, puis qui revient à l'autre corps de métier, puis on ne reviendra pas sur l'inverse, mais principalement ça. Donc, nous autres, en gros, c'est faire bouger les gens dans la sécurité et dans les bienfaits de la santé. Bonne journée. C'est ça. Et pour les faire bouger, c'est justement là que ça peut arriver dans certaines zones grises. Donc, pour les faire bouger, Hey, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Excusez les gars, on va y aller pour un autre chin-chin, je pense. Ouais, chin-chin. En chance que t'as fait l'alcool, celle-là. Ben oui, une chance, oui. Est-ce que... Pour mettre ça au clair, donc, ce que je disais, j'ai complètement un blanc, fait que je vais redire ma phrase, peut-être ça va me revenir en tête. Ce que je disais, c'était que... Non, j'ai toujours un blanc, les gars. C'est que dans le fond, les kinésiologues, tu sais, le but, c'est de faire bouger les gens, mais c'est ça. On a plusieurs outils à notre actif. Exact. On apprend, mais que c'est pas nécessairement les mêmes choses que les autres. On va travailler sur différentes sphères. Exact. Ça peut créer des conflits. Et c'est là, les zones grises, que ça crée des conflits. Et c'est pour ça que certaines autres professionnels nous voient comme plus, pas le méchant de l'histoire, mais quelqu'un qui veut empiéter sur celui-ci. Je m'explique.
Ou même qu'il y a des prescrire. entraîneurs qui se disent à quoi ça sert de faire un bac en Exact. raquette. Parce qu'un entraîneur n'est pas un kinésiologue N'est pas un entraîneur. Mais l'entraîneur plus. l'un peut être l'autre peut être l'autre tant que les formations, bref. Un entraîneur, ça n'a pas besoin d'avoir une formation en soi. Tout le monde peut s'appeler un entraîneur. Un kinésiologue, par contre, pour être kinésiologue, il faut avoir le baccalauréat obligatoire. On n'a pas besoin d'être dans une fédération ou dans un autre pour avoir ce titre-là. Il faut juste avoir réussi le baccalauréat en kinésiologie. Ça comporte quoi le baccalauréat, en fait? Mais je te réexplique sur le point que je veux dire avant, puis après ça, on revient là-dessus. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui joue là-dessus? C'est comme David l'a dit, on prescrit de l'exercice. Cependant, nous aussi, on a le pouvoir d'évaluer la personne, à savoir si elle bouge bien de certaines manières. Et certains moments, ben, on peut jouer en accompagnant la personne avec sa blessure. Pas à traiter sa blessure, mais à l'accompagner pour faire en sorte que celui-ci ne perde pas tout ce qu'il a déjà travaillé, ou faire en sorte qu'on peut renforcer ce qui n'a pas été renforcé à cause de sa blessure. Ou être complémentaire à un plan de traitement. Exact. Ouais. Et c'est dans cette direction-là que là, ça peut porter conflit parce que des fois, il n'y a pas de ligne directrice pour ça. Exactement. C'est une zone grise et ça peut créer conflit. Donc, ça peut être surprenant quand le kinésiologue fait des évaluations spécifiques et que la personne fait tel professionnel m'a fait pourtant la même évaluation, il dit à son professionnel, puis là, ça peut créer d'autres conflits parce que c'est des évaluations qui peuvent être non considérées professionnelles. Donc, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est non professionnel, c'est vraiment que nous, on établira un diagnostic spécifique. Nous, on n'a pas le droit, c'est uniquement. Le diagnostic qu'on va donner, c'est beaucoup un diagnostic biomécanique. Ça veut dire que quoi qui marche pas dans sa biomécanique de mouvement. Mais cependant, on ne peut pas dire, OK, t'as telle douleur parce que j'ai checké telle affaire. Ouais. T'as telle chose parce que j'ai vu Non, mais tu pourrais dire, écoute, j'ai remarqué, mettons, quand tu fais un squat, que t'es moins stable au niveau de ton bas de corps, quoi que ce soit. Mais je pourrais pas dire, t'as un problème à la hanche, t'as une, je sais pas moi. Un problème de mobilité dans ta hanche. C'est quelque chose de général. On sait qu'il y a un problème de mobilité dans la hanche, mais on peut pas dire c'est quoi la source, la raison. C'est là aussi que c'est un point vraiment spécifique. Pour revenir à ce que Michael disait sur le cursus au niveau du baccalauréat, en général, pour justement avoir un ordre professionnel, il faut que tous les cursus au travers du Québec aient une direction similaire pour faire en sorte que rendu à l'ordre professionnel, il y a un examen qui évalue vraiment si la personne est apte. Donc, toutes les universités... Ce qui existe présentement. Exact. Donc, il devrait vraiment avoir des cours similaires. Donc, les cours de base qu'on a, vraiment, on y va pour la fondation. On a de l'anatomie du corps. On a de la physiologie de l'humain. Donc, comment le corps fonctionne. La prescription d'exercice aussi. Prescription d'exercice. On a des évaluations spécifiques au niveau athlétique. On a aussi des pathologies. Des pathologies, des physiopathologies. On a des cours de pathologie généraux. Et on a des cours de physiopathologie. On a des cours de musculo-squelettique. Donc, tout ce qui est blessure musculaire. Je le dis musculaire. Entraînement et problèmes psychologiques. Des choses comme ça. On a beaucoup de cours psychosociaux. Donc, plus sur la relation avec le kinésiologue et son client, au niveau préparation mentale aussi. Il y en a de plus en plus que ils mettent ça dans leur cursus. Ça, c'est pas tout le monde. Mais en général, les cursus de base vont être d'anatomie, de la physiologie, de la prescription d'exercices, la périodisation des exercices en performance sur moyen, court, long terme, les blessures en général, les blessures plus plus métabolique, que ça soit rénal, cardiaque. Donc, vraiment de quoi de pousser au niveau médical pour que si le kinésiologue veut travailler en hôpital, dans les services c'est ça, que là, la personne soit vraiment capable de comprendre le principe au niveau cardiovasculaire dans le suivi. Par exemple, je dis ECG, donc il y a des capteurs un peu partout. Exemple, j'ai une maladie cardiovasculaire, il prend telle médication, avec telle pathologie, ça va occasionner tel problème au niveau du cœur, quelle fréquence cardiaque, telle affaire. Avec, moi, j'en ai conscience, je vais être capable d'adapter son programme d'entraînement en fonction de ça, sans nuire à son plan de traitement, puis dans un but d'amélioration. On a une idée vers la direction de dire, OK, quel type de médicament, c'est une famille des bêta-bloqueurs qui agit sur la fréquence cardiaque. Cependant, je sais pas exactement c'est quoi le médicament, je sais pas exactement le dosage et les effets secondaires. Cependant, je suis capable d'identifier les principaux la famille de médicaments. Il y a des guidelines. Et après ça, aller chercher en fonction des guidelines que j'ai connus, parce que ça aussi, on se fait beaucoup... c'est des guidelines nord-américains aussi. Oui, sur les guidelines. Juste pour faire un parallèle, parce que je voulais justement en discuter. Exact. Tu sais, pour faire un exemple plus concret pour les auditeurs, mettons, là, on parle de pathophysiologie cardio-respiratoire. Fait que là, on parle des bêta-bloquants. Fait que nous,
dans le cursus, on sait qu'un bêta-bloquant, en moyenne, si on veut faire, mettons, un entraînement à 80% de ta fréquence cardiaque max, je dis des chiffres au hasard, 150 habituellement, mais tu sais qu'avec un bêta-bloquant, tu peux aller à 20 à 30 battements en dessous. Fait que tu sais que son pourcentage est tout le temps 20 à 30 battements en dessous. Il faut que tu le gères, cette diversité. Et tu as des effets relatifs à la médication qui peut faire en sorte que justement sa fréquence cardiaque va monter plus progressivement. Ça va occasionner de la fatigue. Exact. Bref, c'est des choses qu'on apprend plus et c'est des choses qu'on pratique avec des clients fictifs à l'université pour justement avoir plus d'exposition, pour être à l'aise que quand on a une personne avec une condition cardiaque, mais qu'on sait comment réagir si, par exemple, elle a littéralement une crise cardiaque devant nous, ou que pendant qu'on l'entraîne, on est capable de venir l'entraîner au seuil limite qu'on peut l'entraîner. Donc exemple, je viens de compléter une formation de CG à l'effort. Ben moi, la formation, on a appris le CG au complet, mais mon but, l'électrocardiogramme. Donc moi, c'était juste c'est pas dans un pouvoir de détection, mais de reconnaître une problématique cardiaque si je fais un test à l'effort avec un athlète, exemple. Bon, j'ai un athlète X que j'ai besoin de faire un test tapis roulant, savoir sa fréquence cardiaque max, son VO2 max au maximum pour après ça établir une procédure d'entraînement. Ben là, après ça, moi, je vais être capable de dire, OK, à partir de CG, il y a une problématique, référence avec ton médecin avant de continuer plus loin. Fait que c'est un peu des guidelines d'affaires. Ou, exemple, faire le test physique dans un milieu hospitalier, dans l'institut de cardiologie. L'infirmière est là pour regarder le CG. Le cardiologue est là pour interpréter. Donc, moi, j'applique le test, mais l'infirmière est là pour... Parce que tu es à l'aise. On a eu beaucoup d'exposition à justement appliquer ça. À faire l'activité physique, mais moi, je suis pas là dans un pouvoir de dire il y a telle affaire à tel moment. Non, c'est ça. Tu sais, tu as mentionné le terme athlète, mais tu sais, quand on dit athlète, ça veut pas nécessairement dire quelqu'un qui fait du sport, mais mettons, ça peut être une personne tout à fait normale, qui a été référée au médical. Un week-end warrior, là. Hein? Ça peut être un week-end warrior. Un week-end warrior, ou ça peut être une personne normale qui fait juste en mettre sédentaire. Des fois, on a un processus dans lequel on fait le test, on a un diagnostic, après ça, si un kinésiologue, mettons, dans le service, il va pouvoir le permettre de créer un stimuli permettant, de prévenir le risque et limiter les chances aussi que la personne se fasse mettre un arrêt cardiaque si le diagnostic est connu. Sinon, ce serait juste de rendre le cœur, ou plutôt le système cardio-respiratoire plus fort pour le permettre, en fait, d'éviter ou limiter les risques. Vas-y. On est complètement, dans le fond, notre rôle, c'est vraiment tout ce qui est lié à bouger. Exact. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Mais en même temps, faut faire attention, le physiothérapeute aussi peut faire la même chose. Pour une blessure, fait que là, c'est là qu'on rentre dans des corps de métier qui peuvent être plus problématiques. Exact, parce qu'on ressemble beaucoup. Et ce qui fait en sorte que, pour continuer un peu sur l'optique qu'on y allait sur le cursus, parce que là, on a parlé des pathologiques, il y a des cursus qu'on y va plus au niveau analytique, on va dire, que là, c'est pour les personnes qui veulent aller maîtrise, doctorat, qui veulent faire des projets d'études spécifiques sur une condition et qui veulent démontrer justement peu importe le résultat qu'ils veulent. Donc, c'est des cours vraiment de données, de statistiques que là, on peut avoir dans notre cursus. Ensuite, ça va être des cours de groupe. Donc, certaines universités ont des cours spécifiques que c'est gérer des classes, gérer des groupes, parce que le kinésiologue a aussi son rôle au niveau du développement de l'enfant, comme on avait eu dans notre précédent épisode. Donc, comme dans le sport-études, qui est souvent connu, c'est une aptitude qui est à développer. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de travailler avec des enfants. C'est quelque chose de vraiment unique. Ça demande beaucoup. Moi, j'ai travaillé longtemps avec ça. Ça fait la première année que je travaille moins, mais je peux vous dire que ça demande quand même. C'est vraiment pertinent. Puis, notre job, c'est plate. Non, c'est pas plate à dire. Notre job consiste à du travail individuel, mais aussi en groupe. Que ça peut être 2 personnes, 3 personnes, plus de personnes. 60 personnes. Tu sais, comme moi et Michael, on est kinésiologue pour les forces canadiennes et on fait en sorte de donner des cours que ça peut aller jusqu'à 90 personnes en même temps. Donc, faut quand même être capable de gérer et d'avoir un contrôle. C'est pas des personnes avec des troubles cognitifs. Même là, ça peut être aussi une autre chose que tout autant les profs d'éduc ont dans leur cursus, que c'est comment gérer spécifiquement des personnes avec des troubles cognitifs. Être un bon leader dans des situations comme ça, en fait, ça, on est formé pour ça. Exact. Donc, comment gérer et comment faire en sorte que, avec nos aptitudes durant tout notre cursus, qu'on est capable de se revirer rapidement à dire, OK, il y a de quoi qui marche pas, good. On revire pour un tel exercice parce que je veux venir travailler tel groupe musculaire. Je veux venir travailler cette qualité-là dans ce court laps de temps parce que c'est ce système énergique-là que je vais aller travailler. Donc, il faut être capable d'être à l'aise de jouer dans ces sphères-là. Surtout être capable aussi, on est formé aussi à l'université pour travailler avec d'autres professions. Tout à fait. C'est ce point-là qu'on va embarquer et c'est ce point-là qui est sous-utilisé et que pourtant, quand on travaille avec des professionnels, on est tellement une meilleure équipe.
Je m'explique. Dans notre cursus en tout cas pour l'université j'allais dire de kinésiologie, ça marche pas. L'université du Québec à Chicoutimi, ils ont un cursus que c'est 2 fois dans l'année, si je me trompe pas. On vient travailler en interdisciplinarité avec physiothérapeute, médecin, infirmière, psychologue et un autre que j'oublie. C'est physio, t'as dit? Oui. Donc, l'objectif, on a plusieurs clients et on explique nos rôles individuellement, savoir comment on peut participer. Même si la personne est un profil vraiment athlétique, comme la personne complètement sédentaire ou que la personne est âgée, le kinésiologue a toujours son rôle là-dessus. Et c'est de mettre au clair ces points-là. Et c'est vraiment pertinent d'avoir ça, peu importe dans la clinique, peu importe dans le domaine que vous avez, parce que le kinésiologue aura toujours une approche vraiment directe, de premier plan avec la personne, et que celui-ci peut agir comme un confident tout autant. C'est quelque chose qu'on oublie. Et c'est quelque chose que le kinésiologue peut agir plus directement. Nos axes sont tout le temps baqués par des aspects scientifiques. Exact. On fait pas des exercices aléatoires comme ça sur Internet parce que c'est le fun de faire ça. Le mouvement est bien beau. Il y a toujours une raison d'être sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait de cette manière-là. Si c'est pas le cas, posez la question. Et là, ça peut être des red flags que vous pouvez voir chez les entraîneurs qui vous font faire de cette manière-là, de cette façon-là. Donc, et aussi que l'avantage de l'université fait en sorte que tout notre cursus est backé au niveau scientifique. Cependant, il y a une bémol là-dessus. Ça veut pas dire que l'étude est sortie, que tout est valide, que c'est applicable aujourd'hui. Des fois, les études, on se fait dire que c'est 15 ans, 10 ans en retard. Bref, c'est juste pour dire que il y a quand même une source, il y a quand même une référence relative à nos compétences. Le but, c'est d'être sécuritaire aussi. Tu sais. Exact. Oui, ça va prendre 10 ans, il y a une étude qui sort, mais il va peut-être avoir une autre étude qui va se faire pour comparer, une autre étude qui va se faire, une étude après ça, multidirectionnelle. Ce que tu viens de dire, c'est notre rôle, c'est de protéger les citoyens sur d'autres personnes qui peuvent faire notre rôle et qui le font mal. C'est justement ça le livre, et que c'est là qu'on va embarquer sur la fin-ish de notre podcast, qui va être vraiment comme le point plus obscur de ce qu'on dit. Donc, tout ce qu'on a dit là-dessus, oui, il y avait aussi le cours de nutrition, qu'on apprend beaucoup de l'alimentation toute, et je commence avec celui-là. Donc, c'est le kinésiologue. Le plus touché, je trouve. On va y aller pour kinésiologue. Va donner les recommandations globaux, va donner des directions où aller, des directions et non imposer de quoi sur un plan alimentaire. C'est ça. Chez une personne non à risque. Non à risque. Cependant, si on y va dans un contexte sportif spécifique, le kinésiologue a quand même un jugement à apporter sur l'effort, sur la supplémentation alimentaire au niveau glucidique, par exemple, au niveau d'hydratation, parce que c'est des recommandations généraux qui sont solides et qui sont basées. Que, par exemple, bois tant de quantité d'eau comme durant ta course, ou prends tant de glucides pendant ta course. Bref. Cependant, le kinésiologue n'a pas le droit, parce que c'est un acte réservé aux nutritionnistes, de faire un plan alimentaire. Un plan alimentaire, que ça soit mange telle quantité, le matin, le midi, le soir, de tel aliment, de telle chose pour avoir tel apport. Régime de brocoli, chou-fleur, brocoli riz. On peut recommander, brocoli riz. En général, l'apport de protéines peut ressembler à ça dans ta journée. L'assiette santé peut être ça. Exact. Si la personne a un problème cardiaque, tu diras pas, mange, tu sais, je fais un plan pour pas que tu manges ça. Ça, tu peux pas faire ça, malheureusement, peu importe la situation. C'est vraiment les personnes asymptomatiques, on peut pousser un peu plus, mais une personne symptomatique, on peut conseiller, mais on doit orienter. Exact. Et en plus de ça, si on parle de compléments alimentaires, c'est là-dessus que ça se joue. Vu que les compléments alimentaires n'ont pas d'ordre spécifique relié à ça, c'est-à-dire les nutritionnistes peuvent recommander des compléments, comme nous aussi. Les médecins aussi. Par contre, ça revient comme le plan alimentaire. Il n'est pas écrit directement, cependant, ça reste dans le même principe que le plan alimentaire. Si le kinésiologue ou la personne en charge vous donne une liste complète de suppléments à prendre sur une journée complète, à savoir prendre ça, ça revient sur le même principe au niveau plan alimentaire. Ce n'est pas interdit. On a le droit. Cependant, ça reste non éthique parce qu'on joue sur la ligne de je ne donne pas un plan alimentaire, mais je te donne un plan de supplémentation qui reste avant tout, si on prend la définition des suppléments, un complément à l'alimentation. Donc, ça, c'est un autre bémol. Et David, veux-tu... dans le milieu sportif, je pense que c'est l'endroit la plus touchée. C'est la grosse Dans le milieu sportif, on va plus s'appeler un préparateur physique. Ouais.
La plupart des préparateurs physiques au Québec sont vraiment kinésiologues pour être accrédités au niveau de soit l'Institut national des sports ou dans d'autres, soit ACSM ou quoi de même. Donc, l'important, c'est que la supplémentation chez les athlètes est différente. Ça veut dire que moi, exemple, je suis mal placé pour dire avec les listes de médicaments qui sont interdits, les listes de supplémentation qui sont interdits, je suis très mal placé pour choisir. Un athlète olympique qui veut choisir un supplément de protéines, souvent, ça va prendre 4 mois avant de trouver le bon supplément parce que pour qu'on analyse tel type de supplément, est-ce que le supplément est stable, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est contaminé. Il arrive que dans la production, souvent la contamination vient dans la production du supplément. Donc, dans la table, s'il n'y a pas de qualité pharmaceutique, qu'il y a eu un supplément avant avec la loi hormone dedans, ils ont passé la protéine par-dessus, quand même qu'il y ait une unité de URL dessus, là, qui a quand même un pourcentage, ben, il va faire un test pipi, puis il va être testé. Fait que c'est là-dessus que c'est super important, même au niveau ligne nationale et junior majeur, que qu'on arrive avec ces niveaux-là. Moi, je suis très réticent de voir des préparateurs qui vont sortir, j'en vous connais beaucoup, là, qui vont sortir des grosses supplémentations, protocoles de créatine, protocoles de ça. Puis là, après ça, il passe un test sanguin, il passe pas le test sanguin. Pourquoi il a pas passé le test sanguin? Tu vraiment pris de la créatine, tu vraiment pris des protéines. Moi, j'ai rien contre les suppléments. En fait, c'est tous les suppléments qui marchent. Mais, moi, c'est plus la qualité qui est donnée, qui peut être nuisible pour cet athlète-là. Puis le gars, il passe un test pipi en plein milieu de l'été. Moi, j'ai vécu des tests moi-même de ça. Puis je peux vous dire une chose que il en pige 2, il y en a 2 des 2 premiers passes, puis après ça, il en pige 1 dans la gang. Quand c'est toi qui es pigé, qui t'es obligé de faire un test pipi, je peux te dire que t'es stressé, parce que si t'as mis du VIX, si t'as pris une sinus avant, ben tu peux être testé positif. C'est aussi simple que ça. Fait que quand on parle de supplémentation, ben là, s'il y avait de la growth hormone dedans, puis ton niveau est trop haut, ben on a un problème. Si ton taux d'hémoglobine est trop haut, on a un problème. Fait que c'est toutes des choses à voir. Ça pour dire que, comme David le démontre si bien, on n'a pas une expertise là-dedans. Notre cursus n'a pas d'expertise. On a un cours global, mais on n'a pas une expertise comme un biochimiste pourrait avoir au niveau moléculaire spécifiquement sur les suppléments. C'est encore là, on n'ira peut-être pas trop dans le sujet parce que c'est quand même un très gros sujet. Oui, carrément, ça va être un autre sujet. Si on embarque là-dessus, on finira jamais. Exact. Puis, pour revenir là-dessus, c'est nutritionnistes, ils ont des formations spécialisées que c'est au niveau sportif et qu'ils abordent ça. Donc, c'est des choses que c'est très, très pertinent d'aller les voir là-dessus. Encore plus parce que c'est leur champ de compétences. Donc, c'est complémentaire à l'alimentation et leur spécialisation, c'est l'alimentation et tout ce qui est complémentaire avec elle. Puis, peu importe ce qu'un kinésiologue va vous dire aussi par rapport à, mettons, s'il décide de poser un diagnostic ou de dire, t'as un problème là, ça va toujours être soit le physiothérapeute ou le médecin qui a le dernier mot. Fait que le kinésiologue, il peut avoir des connaissances, mais ça n'empêche que si le médecin dit autre chose, un kinésiologue ne peut pas l'obstiner, tu sais, je veux dire. C'est comme moi, je suis kinésiologue spécialisé en musculo-squelettique ou aussi en problèmes métaboliques, en performance aussi, mais ça, c'est nouvellement métabolique. Mais ce qui est tannant, c'est que, ben pas tannant, en fait, c'est que j'ai plein de connaissances. En fait, un kinésiologue, il y a plein de connaissances dans plein de champs de métier. Mais quand on commence à avoir une phase aiguë, automatiquement, il faut référer. C'est pas le kinésiologue qui doit donner un diagnostic sur une phase aiguë ou entraîner sur une phase aiguë. Tu peux entraîner une phase aiguë si tu as eu l'autorisation médicale de le faire par un spécialiste, même le physiothérapeute nécessairement. Par exemple, problème à l'épaule droite, mais il peut entraîner le reste du corps. C'est ça. Puis là, ça, après ça, il fait un plan de traitement avec le physiothérapeute, puis là, tu parles avec le physiothérapeute, puis tu es proche de lui, c'est de là le travail interdisciplinaire. Bon, ben là, David, j'aimerais ça que tu travailles tel aspect de l'épaule, mais fais attention à telle chose. Là, je vais pouvoir le travailler. Et si un kinésiologue, dans une phase aiguë ou une phase de douleur, vous dit, je sais c'est quoi, moi, je suis capable d'analyser ton épaule, c'est ça. OK. Oui, il fait faire un exercice qu'il prend pas en considération la blessure, puis il fait comme, ben, c'est correct si tu le fais de même, mais finalement, c'est une aggravation de la blessure. Je pense avoir pris en considération, mais finalement, il peut se gourer parce qu'il n'y a pas toutes les informations du dossier, là. Assurez-vous quand tu as un kinésiologue que tu as ou un préparateur physique, est-ce que tu as des assurances professionnelles? Est-ce que tu as des assurances c'est niaiseux parce que de responsabilité parce que moi personnellement j'ai des assurances responsabilité que je paie à chaque année, ça me coûte un certain montant, mais je m'assure que moi j'ai une assurance responsabilité jusqu'à 7 millions de dollars. Ben si je fais un préjudice, au moins je suis baqué. Mais si tu vas voir un professionnel, un entraîneur X qui va te donner un problème alimentaire à faire la même, puis en fin de compte un problème au rein, puis personne ne l'a vu, ça crée différentes complications. Ben là après ça t'arrives pour l'actionner, le gars il n'y a pas d'assurance. Fait que là, il fait faillite, fait que t'es fait. C'est ça. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on dit, le kinésiologue a diverses facettes, divers visages qu'on peut voir
au Québec en tout cas, que ça peut être massothérapeute, ça peut être un soi-disant comme des kinésithéos, kinésithérapeute, orthothérapeute, naturopathe, ça peut être jusqu'à entre guillemets nutritionniste. Le nutritionniste c'est un terme spécifique pour l'ordre des nutritionnistes, mais plus spécialiste en nutrition. Ouais, spécialiste en nutrition. Donc c'est toutes des facettes différentes parce que notre cursus fait en sorte que peu importe l'université où c'est qu'on sort, notre cursus fait en sorte qu'on devient je dis clairement, bon généraliste. Donc ça fait qu'on est capable de bien manier dans le tout. Ça veut pas dire qu'on est bon dans une seule chose, comme par exemple un chirurgien va l'être en chirurgie. On revient un peu comme le médecin généraliste, qu'on sort de là, qu'on est capable de jongler avec tout. Ça va être vraiment le kinésiologue que vous allez voir, que lui va développer une spécialité. Si celui-ci reste généraliste et que vous voulez de code spécifique, c'est très pertinent de lui demander ses formations associées là-dessus pour voir s'il y en a développé. Parce que notre cursus, oui, on peut aller faire des stages spécifiques pour aller se développer durant notre bac universitaire, mais ça reste que si vous voulez vraiment être à l'aise, vous pouvez voir les formations. C'est pas tous les kinésiologues s'ils veulent afficher. Il y en a beaucoup qui ils vont juste avec le bac et après ça, vous voyez sur Internet, comme on a dit, des formations et commencent à s'auto-proclamer. Quand dans une fédération, dans une autre professionnelle, tout personnel qui va être là-dedans, va avoir aussi des heures de crédit continu à aller chercher. Puis ces crédits-là sont pas ben là, j'ai fait une formation, j'applique les crédits. Non, c'est pas ça. Est-ce que elle est bonne pour la kinésiologie? Mon organisme va dire OK, oui, elle est bonne, c'est bon, je l'accepte. J'ai eu des formations que j'ai faites des fois avec le culturiste, tout ça, qui étaient refusées. Je savais très bien, en fait, parce que moi, j'aime ça aller voir aussi l'aspect autre. Puis c'est OK, c'est vrai, t'as raison. Fait que c'est important de voir aussi la formation puis le maintien de ces compétences-là. Puis surtout, si vous avez un kinésiologue qui vous réfère beaucoup, dites-vous que c'est peut-être un bon kinésiologue. Parce qu'il il est à l'aise de dire. Il est à l'aise de dire que je suis pas à l'aise avec ça, je peux vous référer. Fait que ça, c'est un petit guideline. Au même titre que l'entraîneur. Si la personne commence à dire, moi, j'ai la solution à tout, c'est pas un kinésiologue que vous avez, c'est un gourou. C'est plus autre chose. Puis de toute façon, je pense qu'on va terminer là-dessus, là, parce que, encore là, on a beaucoup d'a priori là-dessus, mais tu sais, c'est, aussitôt qu'un kinésiologue, rencontre le client, cette personne est imputable dans son geste. Fait que ce soit un geste qui est, je vais te référer, ou moi, je vais prendre soin de toi, si jamais il arrive quelque chose, mais c'est ta responsabilité. Même si c'est des assurances de responsabilité, c'est pas parce que tu as causé ça que tu es backé parce que tu as une assurance là-dessus. Tu peux quand même te faire poursuivre. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention avec ce qu'on fait, puis très bien être à l'aise de poser la question, es-tu à l'aise avec l'information que je te donne? Ou encore là, comme en tant que kinésiologue, est-ce que moi je suis à l'aise avec ça? Oui, non, je vais te référer. C'est pas grave là, si tu perds un client. À la limite, cette personne-là va être beaucoup plus contente. Vous dire, hey, cette personne-là est assez professionnelle pour se dire, je peux pas t'aider. Je vais te référer à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça à prendre en considération. Puis, pour terminer là-dessus, je vais pouvoir donner le mot de la fin à David par la suite. On a parlé de beaucoup de choses négatives comme positives avec la kinésiologie. Ça reste que, pour moi personnellement, qu'est-ce qui fait qu'un kinésiologue est vraiment son expert? C'est surtout dans les habitudes de vie de la personne. C'est ça qui va faire une grosse différence, c'est savoir on regarde la globalité de la personne. On regarde vraiment tout ce qui impacte son mouvement. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu peux plus bouger ou moins bouger? Ça peut être au niveau psychologique, au niveau, dans le sens qu'on regarde sa motivation, au niveau, après ça, physique, au niveau de ses activités, ça peut être au niveau, j'ai un blanc sur la suite, ça peut être, trop sur le cœur, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, j'en ai trop vidé. Bref, ça peut être vraiment, ça, la finalité, on va dire. Ouais. David? Moi, je vais vous dire, ben simple. Mot de la fin. Il y a des bons kinésiologues comme peut avoir des mauvais plombiers. Fait que, mais on n'est pas plombier. On n'est pas plombier? Non. Non. Non, t'as pas dit qu'on était généraliste, qu'on peut tout. C'est ça. On peut tout faire. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans toutes les professions, il y a des bons et des moins bons. Faut juste se sentir à l'aise avec la personne, puis surtout se sentir bien, puis faire attention aux petits drapeaux qu'on a mis tantôt. Puis sur des questions, juste mettre un petit commentaire. Soyez à l'affût. Il va y avoir vraiment un vrai épisode sur les drapeaux rouges, drapeaux verts, reliés à un bon kinésiologue. Pour ça, bon fin de podcast. Bon match. Chin chin. Hey.